Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel entretien d'actualité. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Antoine Malamud, l'arrière-petit-fils de Léon Blum. Bonjour Monsieur Malamud. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Blum, figure du socialisme français qui a pris la tête du Front populaire de 1936. Une histoire qui fait écho à la création du nouveau Front populaire aujourd'hui, qui rassemble les gauches contre l'éventualité d'une prise du pouvoir par l'extrême droite. Et la figure de votre arrière-grand-père est en ce moment récupérée, notamment par les détracteurs de ce nouveau Front populaire, et Emmanuel Macron en tête. On l'écoute. Moi, je connais des députés socialistes, sociodémocrates qui se sont exprimés. Je vois M. Guedj ou d'autres. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Ils n'ont rien à faire avec LFI. Je me mets à leur place. Et donc, c'est le même dialogue qui doit être engagé avec peut-être des gens du Parti communiste, des Verts, du Parti socialiste, qui ne peuvent pas se retrouver dans cette alliance, qui n'est même pas baroque, qui est indécente. Et je le dis parce que moi j'ai eu une pensée ces 24 dernières heures pour Léon Blum. Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Et donc il y a des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. C'est pas ça le Front populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prise de parole ? Bien, vous parlez de la figure de Léon Blum, de mon arrière-grand-père, qui est mise en avant aujourd'hui. Je pense que ça n'est pas tout à fait par hasard que cette figure est mise en avant et que la figure de Léon Blum, qui était un peu oubliée dans les années passées, a été remise en avant, apportée à la connaissance des Français, notamment par un podcast qui a eu un énorme succès, le podcast de Philippe Collin qui s'appelle Léon Blum, une vie héroïque, et qui a montré aux Français toutes les facettes multiples, et pas seulement politiques, de la vie de mon arrière-grand-père. C'est donc un personnage qui, finalement, a repris une place dans l'imaginaire et dans le débat public. Qu'il soit évoqué aujourd'hui à propos de la naissance du nouveau Front populaire ne m'étonne pas. Et qu'on essaye, Emmanuel Macron et d'autres, de se servir ou de faire dire à cette mémoire des mots qui lui prêtent, qui lui mettent dans la bouche, n'est pas très étonnant. C'est dans le débat et dans le combat politique. Après, il faut voir la signification de tout ça. Et c'est donner à Léon Blum une place extrêmement simplifiée, extrêmement réductrice, et une vision, je répète ce mot, extrêmement réductrice de sa pensée politique. Macron parle quand même dans l'extrait que nous venons d'entendre de LFI qui assumerait très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Alors, Léon Blum a toujours combattu l'antisémitisme. Non seulement il a combattu l'antisémitisme, mais les antisémites ont combattu Léon Blum, et de la plus ordurière des façons, aussi bien dans une Assemblée nationale, une Chambre des députés qui était beaucoup moins apaisée qu'elle ne l'était aujourd'hui, où les débats étaient d'une violence absolument extrême, dans les caricatures ordurières, dans les agressions, y compris physiques, contre lui. C'est sans doute ce qui autoriserait les uns ou les autres à dire qu'il se retournerait dans sa tombe si, etc., etc. Savoir ce qu'est... Un seul mot, dans le passé récent, qui a été condamné pour antisémitisme ? Quel parti ? Quel dirigeant ? La droite ou la gauche, l'extrême droite ou la gauche, qui a été condamné dans un passé récent pour négationnisme, révisionnisme, etc.
Ce sont des sites dont on connaît les initiateurs et les propagandistes. Quels sont les organes de presse et les librairies qui publient soit sous une version papier, soit sous une version Internet, les pamphlets les plus orduriers, les textes de cette période, la droite ou la gauche? Non, il faut être sérieux. L'antisémitisme n'est pas au cœur de la pensée d'aucune force politique de gauche aujourd'hui. Maintenant, la lutte contre l'antisémitisme qui était constitutive de la pensée de la génération des gens qui sont nés juste après-guerre, dans les années qui ont suivi la guerre, c'est-à-dire ma génération, elle s'est diluée avec le temps. L'histoire de la Shoah s'est éloignée, les témoins ont disparu, et cette persistance, cette permanence de la nécessité de la lutte contre l'antisémitisme, elle s'est également diluée, y compris au sein des organisations politiques, sociales, syndicales, associatives, qui composent aujourd'hui les forces de gauche. Et la nécessité absolue de remettre ça à l'ordre du jour, de donner les moyens d'analyse et de formation de ce phénomène qu'est l'antisémitisme et des moyens d'analyse et de formation sur la lutte nécessaire, elle est indispensable aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs que ça figure noir sur blanc dans le programme du nouveau Front populaire qui vient d'être publié ce matin. Alors, vous avez aussi écrit une note de blog sur Mediapart en réaction notamment à la prise de position de Bernard Cazeneuve, ancien ministre socialiste, qui parle d'une trahison de l'héritage de Blum. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la plume et de venir vous exprimer aujourd'hui ? Eh bien, merci de cette invitation. Tout d'abord, là aussi, c'est prêter à Blum, à mon arrière-grand-père, des mots ou une analyse qui ne peut pas être faite dans la mesure où les situations sont différentes. Néanmoins, qu'est-ce que le Front populaire de 1936 ? Le Front populaire de 1936, c'est la traduction électorale, puis gouvernementale, d'une alliance qui s'est nouée 2 ans auparavant sous le nom de Rassemblement populaire, et d'une alliance qui s'est nouée au lendemain des émeutes fascistes et royalistes du 6 février 1934, qui avaient pour but, très clairement, de mettre à bas la République. Sur la place de la Concorde. Sur la place de la Concorde. Il y a eu des affrontements, des morts, etc. Il faut se souvenir qu'en 1934, la République, sous sa forme, la forme qu'elle avait à ce moment-là, la Troisième République, elle datait de 61 ans. Simplement. C'est-à-dire qu'elle était toute jeune. On n'imagine pas que la bataille contre la République, contre cette forme républicaine de gouvernement, avait encore du sens à ce moment-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc cette unité, elle se fait pour la défense de la République, et elle se fait très rapidement. Elle se fait le 12 février 1934, quand 2 manifestations concurrentes des socialistes et des communistes, qui rassemblent des centaines de milliers de personnes, se retrouvent place de la Nation, et où tout le monde craint un affrontement entre ces 2 forces qui n'arrêtaient pas de polémiquer, d'avoir des critiques extrêmement sévères l'une contre l'autre, d'être en concurrence directe dans l'organisation de la classe ouvrière. Et au contraire, c'est un sentiment d'unité tellement puissant qui apparaît ce jour-là, que les 2 cortèges se mêlent et que Léon Blum fait une déclaration exaltant l'unité populaire. D'ailleurs, c'est l'une des valeurs politiques défendues par Léon Blum, l'unité, dans un discours dont vous venez de parler en février 1934 à l'occasion de cette grande manifestation qui réunifie communistes et socialistes. On va l'écouter tout de suite. Citoyens, la preuve est faite. La province soulevée tout entière, Paris rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne, sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris.
cette grande valeur d'unité, c'est une valeur politique, mais Léon Blum avait aussi de grandes valeurs morales. Quelles étaient les valeurs morales de votre arrière-grand-père ? Je vais vous répondre, mais je veux juste dire un dernier mot. Comme aujourd'hui, l'unité du Rassemblement populaire se fait entre des forces politiques qui sont divergentes, qui vont de l'extrême gauche, que ce soit le Parti communiste ou certaines fractions d'extrême gauche du Parti socialiste, au centre-gauche extrêmement modéré, la gauche radicale, etc., mais aussi des forces syndicales, la CGT et la CGTU, qui était la scission communiste de la CGT, des forces démocratiques comme la Ligue des droits de l'homme, des comités intellectuels comme le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, etc., etc., et se fait en dépassant les divergences, en expliquant que l'urgence de la situation est telle que les divergences doivent être dépassées et que ce qui compte, ça n'est pas l'unité pour l'unité, ça n'est pas l'unité organique, la fusion, etc. Et Léon Blum l'explique dans une série d'articles du Populaire, qui était le journal, le quotidien de son parti, la SFIO, en 1934, explique ce qui compte aujourd'hui, ce sont les conditions pour l'unité d'action. L'unité d'action. Et ça peut désorienter un certain nombre de ses camarades. Il parle de désorientement, c'est le mot qu'il emploie à l'époque, en disant oui, mais nous avons aujourd'hui quelque chose qui transcende nos divergences, qui est le danger du fascisme ou le danger de la remise en cause de la République. C'est ce que Bernard Cazeneuve feint de ne pas comprendre, ou ne comprend pas, ou détourne, je ne sais pas. J'ai beaucoup de respect pour Bernard Cazeneuve, comme pour tous les autres hommes politiques. Je ne le connais pas personnellement, et c'est sûrement pas des attaques ad hominem, mais aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, toute proportion gardée, le risque, le danger que représente la possible accession au pouvoir du Rassemblement national et des idées d'extrême droite impose avec la même urgence et la même importance de faire l'unité des forces de gauche, et qui également dépasse largement le strict cadre des 4 partis politiques qui ont signé cet accord de nouveau populaire ce matin. C'est une question de balance. C'est une question de balance. Alors, sur les valeurs morales de Léon Blum, pourquoi est-ce que Léon Blum, aujourd'hui, est toujours présent dans la mémoire des Français et plus largement c'est parce que je pense qu'il représente une sorte de leader politique qui met en avant, personnellement, un certain nombre de valeurs morales, qui sont la probité. À aucun moment, jamais personne, malgré des campagnes mensongères ou quoi que ce soit, n'a pu mettre en avant le moindre soupçon de corruption, de détournement, d'enrichissement personnel. Il a fait l'objet d'une campagne très virulente par Vichy, par le gouvernement de Vichy, par Pétain. Je veux dire, on parlait de vaisselle en or, etc. Léon Blum n'a jamais été propriétaire de la moindre maison ou du moindre appartement. Il a toujours été locataire, par exemple. La probité, qui était une valeur cardinale, la véracité, c'est-à-dire pour lui, ce qui était important dans les discours politiques, dans les articles qu'il faisait, dans les batailles qu'il menait dans son propre parti et vis-à-vis des électeurs et des autres partis politiques, de dire ce qu'il pensait être juste, ce qu'il pensait être la vérité, sans biaiser sur qu'est-ce qu'il vaudrait mieux dire aujourd'hui pour être compris, etc. C'est la véracité, le fond de la pensée mise en avant et les explications nécessaires pour qu'elle soit bien comprise. Une autre valeur que j'ai souvent l'habitude de mettre en avant, c'est le courage. Le courage physique, le courage d'aller à l'affrontement, le courage d'aller au milieu des foules. Le courage d'assumer d'être minoritaire aussi. Le courage d'assumer d'être minoritaire, mais y compris le courage physique et de se faire attaquer physiquement et quasiment Il avait été très gravement blessé par l'Action française. Lynché par une foule d'Action française en 1936, peu avant les élections du Front populaire. Donc le courage physique et le courage politique, le courage humain, le courage politique. Et la dernière valeur que je ne citais pas tant ces dernières années parce que
Ça va pas. Mais c'est pas grave. Le courage, la dernière valeur que je ne citais pas tant ces dernières années, parce que finalement, elle n'était pas tellement mise en avant dans les biographies et dans les textes qui étaient publiés, c'est la radicalité. Non pas la radicalité en termes de position radicale, de ultra-gauche, etc., mais le fait que la radicalité, c'est d'aller à la racine des choses et d'avoir une position politique qui, malgré les aménagements tactiques qu'on est forcé de faire en fonction du rapport de force politique entre les forces politiques, de la réalité internationale, de la crise économique, etc., on va vers un but qui est défini dans un certain nombre de textes de référence de la pensée de Léon Blum, qui sont par exemple la brochure qu'il écrit pour la jeunesse en 1919, qui s'appelle « Pour être socialiste » et qui est l'émancipation. Très en avance sur son temps. Très en avance sur son temps, oui. Qui est la question de l'émancipation, la question... Et très en avance sur la place des femmes. Voilà. Et un autre texte qui clôture, d'une certaine manière, sa carrière politique, qui s'appelle « À l'échelle humaine » et qu'on a souvent présenté comme un éloignement du marxisme, un éloignement du socialisme militant, mais qui, en fait, quand on le regarde de près, est un texte qui fait une analyse féroce des responsabilités de la bourgeoisie en tant que classe sociale dans l'effondrement de Vichy, et qui dit qu'aujourd'hui, à l'époque, donc aujourd'hui en 1944-45, l'heure est à la classe ouvrière de prendre ses responsabilités en tant que telles pour reconstruire le pays. C'est en cela que je parle de radicalité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, alors certains vous attaquent, on ne dira pas qui, mais certains vous attaquent sur votre légitimité en tant que descendant. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le fait que vous soyez l'arrière-petit-fils? Je suis l'arrière-petit-fils de Léon Blum, c'est un fait qui me donne aucune légitimité particulière à parler de son action et de son œuvre et de ce qui pourrait éventuellement penser de la réalité d'aujourd'hui. Néanmoins, en tant qu'arrière-petit-fils de Léon Blum, depuis de très très nombreuses années, j'étudie ses textes, j'étudie son histoire, j'ai participé à de nombreuses manifestations et écriture de préfaces, de livres, de colloques, etc., à ce sujet. Et c'est une tradition dans ma famille depuis sa disparition. Son fils, mon grand-père, sa petite-fille, ma mère et moi-même, on est systématiquement associés, partie prenante de la Société des Amis de Léon Blum, des associations qui défendent sa mémoire, etc. C'est une tâche de l'héritage familial que nous portons fièrement et que nous portons en nous donnant tous les moyens de recherche historique, de collaboration, de réflexion pour la mener à bien. Et sur un autre plan, je suis également un citoyen engagé qui, comme n'importe quel citoyen en France, a des idées politiques et peut les défendre publiquement, par exemple dans les colonnes de Mediapart. C'est à ce double titre que j'ai pris la plume pour écrire ce texte auquel vous faites référence. Alors, pour revenir un peu à l'histoire, l'objectif du Front populaire, c'était l'occupation du pouvoir pour entraver la dynamique de fascisation de la société, avec un programme anti-crise, dit-on, pour retenir les classes qui seraient attirées par le fascisme. À ce titre, il y a beaucoup de propositions et de choses qui sont faites, les congés payés, la semaine de 40 heures, l'augmentation des salaires, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec le nouveau Front populaire aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu d'anachronique à vouloir toujours rapporter au passé des éléments du présent? Alors, les forces de gauche, toujours, que ce soit aujourd'hui ou en 1936, ont mis en avant des programmes. Finalement, le grand mot d'ordre du Front populaire, c'était pour le pain, la paix et les libertés. C'est-à-dire des revendications sociales, le pain, des revendications de niveau de vie, de salaire, etc. Elles ne se posent pas de la même manière aujourd'hui. Il ne s'agit pas de lutter contre la misère absolue qui frappait la classe ouvrière et les populations les plus pauvres de France et d'ailleurs au sortir de la crise de 29. Mais tout de même, on est aujourd'hui dans une situation où les inégalités sont extrêmement importantes et les mesures à prendre sont de celles qui permettraient de lutter contre ces inégalités. Pour la paix,
La paix, on était dans une situation extrêmement tendue avec l'arrivée au pouvoir des fascistes en Italie, des nazis en Allemagne, aux prémices de la guerre d'Espagne, et dans une situation qui allait amener à la Deuxième Guerre mondiale. La paix aujourd'hui, c'est des questions qui, en Europe, sont à nos portes. Je veux dire, c'est la guerre en Ukraine, c'est plus généralement des conflits importants qui menacent la stabilité du monde, et en particulier celui du Moyen-Orient. Et la liberté, la crise démocratique existe, et l'arrivée au pouvoir éventuel d'un gouvernement d'extrême droite menace les libertés, et les libertés de tous, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, les droits des minorités, et les droits, les capacités d'expression politique, syndicale, sociale, etc. Donc, il n'y a pas d'anachronisme dans ce sens-là. En revanche, on n'est pas dans la même période. Ce qui est intéressant, c'est tout de même, c'est de dire que reste-t-il du Front populaire. Si vous demandez à des gens dans la rue qu'est-ce que c'est que le Front populaire, qu'est-ce qu'ils vous répondront? Les congés payés, les 40 heures, s'ils ont un petit peu de connaissances historiques, etc., les congés payés, les 40 heures, les grèves de 36, la joie de vivre. Le Front populaire est un élément mythologique pour la gauche, un élément sur lequel l'imaginaire de toutes les composantes du peuple se construit et se reconstruit et se construit toujours. Je veux dire, on chante encore... stop, ça on coupe. Un élément mythologique pour le peuple de gauche, un élément qui représente la victoire, l'unité, la joie, et qui aussi est finalement la base sur laquelle notamment le Conseil national de la résistance à la libération a construit les principales réformes qui ont servi de socle social à notre société jusqu'à ces dernières années. Donc anachronisme, oui. Persistance, oui. Parce Léon Blum, et c'est un peu une figure comme De Gaulle qu'on vient faire ressurgir ou qu'on vient essayer de faire parler aujourd'hui. C'est en ça un peu l'anachronisme en réalité. Oui, mais c'est aussi une figure qui est permanente. Quand on regarde principalement du côté des socialistes, on a depuis sa disparition des images obligées, des discours obligés dans les congrès socialistes. On dit une autre partie, l'héritier de Jaurès-Blum, puis ensuite l'héritier de Jaurès-Blum-Mitterrand. C'est tout de même une figure qu'on associe à travers le passage des années à l'histoire du mouvement social, du mouvement ouvrier et en l'occurrence du mouvement socialiste en France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cet entretien d'actualité avec Antoine Malamud, l'arrière-petit-fils de Léon Blum. On se retrouve très prochainement pour un nouvel entretien d'actualité. Très bonne fin de journée à vous.